Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Et toi, je suis sûre que ça va. J'en suis persuadée. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour un voyage entre le 16e et le 19e siècle. On part à la découverte du tarot noir de Justine Ternel et de Mathieu Acquière. Donc, c'est un tarot de 78 cartes, bien sûr, qui se présente donc dans un coffret qui s'ouvre comme ceci. Alors, c'est une réédition, hein. Je crois que la première édition n'était pas comme ça, mais là, celle-ci, quand je l'ai achetée, voilà, le coffret s'ouvrait comme ceci, et il me semble que la première édition, l'ouverture est différente. Bref, dans celle-ci, l'ouverture est comme ceci. Donc, tu as un livret souple. On verra ça sans tarder. Et nous avons donc les cartes qui se présentent comme ceci, qui sont rangées comme cela. Alors, il y a, quand tu les achètes, elles sont emballées dans un petit morceau de papier, dans un petit morceau de plastique, pardon, pour ne pas qu'elles se baladent. Et donc, la traditionnelle poche pour les mettre à l'intérieur au besoin. Moi, je les laisse dans la boîte. Voilà. Alors, donc c'est un tarot qui a été produit aux éditions Vega. Donc, au niveau du packaging, hop, comme d'habitude, le dos est comme ceci. Je t'invite à faire une pause si tu souhaites lire le dos du coffret. Les cartes, on verra ça tout à l'heure. Tu peux déjà en apercevoir le dos qui est juste sublime. Hop, tu me vois? Coucou? Je peux pas te faire coucou de l'autre main parce que je suis obligée de tenir le téléphone. Voilà. Et donc, on va attaquer le livret. Donc, c'est un livret accompagnatif souple sur fond noir, comme tu peux le remarquer, et brillant. Donc, les mentions administratives comme ceci. Tu vois, c'est la réédition de 2019. Donc, nous avons une petite page de remerciements. Il est dit « Merci à Déborah et Marion pour leur patience, relecture et à tous ceux qui nous ont aidés et épaulés tout au long de ce beau projet. » Voilà. Nous avons un sommaire classique et donc nous avons une introduction qui nous parle notamment donc, de l'origine du tarot de Marseille qui est arrivé en France donc, au XVe siècle. Nous avons quelques mots sur Mathieu Acquière qui nous précise que c'est un dessinateur passionné de mythologie et d'iconographie. Et enfin, elle nous explique en fin de paragraphe que ce tarot est inspiré des deux versions du tarot de Marseille, donc celle de Jacques Viével, qui date donc du XVIe siècle, et celle de Grimaud, commercialisée au XIXe siècle. Et ensuite, donc, nous avons en descriptif, donc nous avons une page entière de représentation de la carte, de l'illustration, donc ça c'est très bien parce que du coup, on peut voir vraiment tous les éléments de la carte. Et enfin, une autre page qui nous parle de l'origine de la carte à l'époque du XVIe siècle et du XIXe siècle. Voilà. Ensuite, donc tout ça pour les arcanes majeures. Donc là, la même chose. Et enfin, on arrive aux arcanes mineures où elle nous précise qu'il n'y a pas de récit historique sur l'origine des cartes mineures, mais que néanmoins, ils se sont fiés aux éléments et aux cartes originales. Voilà, mais qu'il n'y a pas d'historique réel de récits, d'écrits, hein, voilà,
d'écrit original sur les origines de la signification de chaque carte. Ensuite, nous avons donc pour tous les as, as de bâton, as d'épée, as de coupe et as de denier. Donc nous avons une page entière de représentation de la carte, de l'as, et ensuite l'origine et tous les éléments qui entourent la carte. Et enfin, presque enfin, nous avons les éléments de cours. Donc roi, reine, cavalier et valet. Donc là, pareil, elle nous explique la signification des rois, donc des 4 familles confondues, avec à la suite une page de représentation de tous les rois. Ensuite, même chose pour les reines. Hop là. Même chose pour les valets. Et enfin, nous arrivons au bâton avec uniquement les illustrations, les représentations des cartes sans les origines. Voilà, donc la même chose pour les autres familles. Voilà. Ensuite, une fois que tout est fini, nous avons un petit chapitre sur les différents thèmes, donc arcane, enseigne et lame. Et enfin, une page sur la bibliographie. Donc moi, ce tarot, personnellement, je ne l'utilise pas puisque je fonctionne plus avec le tarot, avec la méthode Rider-Waite. Néanmoins, je tenais à avoir un tarot de Marseille collector, si je puis dire, et donc j'ai choisi celui-ci. Parce que je trouve que les illustrations sont juste sublimes, elles sont originales. Mais je n'utilise pas parce que je n'utilise pas ce jeu. Je le garde en déco. Voilà, je brasse quelquefois les cartes, mais je ne fais aucun tirage avec. Les cartes sont juste magnifiques. Donc je vais te présenter les cartes et puis après on en reparle. On reparle de ces cartes et je vais te lire quelques termes de ce que se fait l'origine des cartes vues par Justine Ternel et Mathieu Acquière. A tout de suite.
Donc voici pour la présentation des cartes donc, de ce tarot noir. Alors, je vais revenir sur le livret avec les cartes. Je vais te lire l'interprétation. L'origine de l'as de bâton. Alors, la forme du bâton sur la première carte, l'as, est rudimentaire et primitive. Ce bâton est une arme, une massue, celle avec laquelle se battent les paysans, les ruraux, les plus pauvres. Le bâton est la seule enseigne à représenter un élément naturel à l'état brut. Le bois. Ce végétal s'oppose singulièrement aux trois autres couleurs, toutes faites de métaux. Le bois est présent depuis toujours dans la vie de l'homme et occupe une place de premier ordre au Moyen Âge. Il est proche de l'homme et lui ressemble même par certains aspects. Son histoire se lit dans ses traits. Le temps et les épreuves le marquent, mais il continue de pousser irrévocablement. Dans la symbolique médiévale, le bois est un signe positif. Il accompagne l'homme, le chauffe, lui donne des fruits pour nourrir sa famille et son bétail. En plus, c'est très bien, je me rends compte que tu as Mafalda juste derrière la carte qui te guette, tu vois. C'est très très bien. Si jamais tu fais une bêtise, je peux te dire que Mafalda, elle va pas... Bref, revenons à nos moutons. Alors, dernier chapitre pour l'as de bâton. Pourtant, la multiplication du bâton dans les cartes suivantes et le fait que cette famille soit construite selon le même schéma que la famille d'épée indique que c'est l'arme et non l'élément bois qui est au centre de l'enseigne. Le bâton sur la carte de l'as est une branche remarquablement épaisse, une arme efficace. L'augmentation du nombre de bâtons sur chacune des cartes suivantes renforce l'idée d'une armée qui se constitue, comme pour signaler. Plus ils seront nombreux, plus ils seront redoutables. Élément de force. Donc déjà, hop, pour regarder d'un petit peu plus près les illustrations, je trouve que c'est vraiment... Alors on s'en rend mieux compte avec les arcanes majeures. Si on prend par exemple la carte numéro 11, la carte de la force, on voit bien comment dire, j'ai envie de dire la vieillerie, mais non, l'original, hein, l'ancien, quoi. Comment ça se faisait à l'époque, quoi, au XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Que même avec cet animal de force, le personnage féminin arrive quand même à dompter hein, cet animal, la force, le courage. Alors, on va voir tout de suite l'interprétation originale de cet arcane majeur, qui est la force, donc. Alors, la force, donc arcane 11. La force, 11e carte du tarot, varie d'une version de jeu à l'autre, montrant un homme ou une femme luttant contre un ours ou un lion. Pourtant, malgré ces différences notoires, le sens général reste le même. La force montre la supériorité de l'humain sur la nature. Le lion et l'ours sont deux animaux chargés de lourdes symboliques historiques. Dès l'Empire romain, le lion est présent dans les grandes villes, montré comme bête féroce, majestueuse et puissante. Cet animal, entouré de légendes, acquiert une renommée croissante et il est vu au XVe siècle comme un symbole de force, de courage, de justice et même de miséricorde. Les aspects négatifs du lion existent malgré tout. Le fauve est aussi cruel et féroce, impie, voire démoniaque. Pour ajuster ces qualificatifs à l'animal sauvage, les hommes du Moyen Âge créaient un pendant au lion, le léopard. Il est la progéniture d'une lionne et d'une panthère et donc
un fils bâtard, indigne. Grâce à ce double maléfique, le lion peut représenter sans confusion possible l'animal vertueux et biblique, quand le léopard représente le diable. L'ours, quant à lui, était un animal puissant, invincible et courageux pour les peuples germaniques et scandinaves. De nombreuses fêtes ainsi que de temples lui étaient consacrés et l'ours était considéré comme l'animal le plus proche de l'homme. Suite à la christianisation des peuples païens de ces régions et pour indiguer la vénération vouée à l'ours, l'Église n'aura de cesse d'en interdire ses représentations et de le montrer comme un animal dangereux. La chasse à l'ours, pourtant très prisée, disparaît à cette époque au profit de la chasse aux cerfs, et seuls les montreurs d'ours ont encore le droit de s'approcher de ces animaux, puisqu'ils les ridiculisent en les domptant, en faisant alors des créatures bien inférieures à l'homme. Donc là, on a bien les faits historiques de la carte, bon, en l'occurrence de l'animal, mais quand même un élément assez majeur sur l'élément de la force. Je voudrais également partager avec vous la carte du soleil. Voilà. Alors, le soleil. Si l'on voit dans l'arcane 18 une métaphore de la femme, c'est l'homme que l'on retrouve sur l'arcane suivant. Le soleil et le jour véhiculent les symboles de la lumière divine et de la vérité. L'image de l'homme médiéval est construite selon les mêmes caractéristiques. L'astre brille en haut de la carte, tandis que dessous, un chevalier passe, brandissant une bannière. Être un homme au Moyen-Âge, c'est répondre à plusieurs exigences de qualité et de droiture, qui, en réalité, concernent essentiellement la classe chevaleresque du système médiéval. Le chevalier par excellence est un homme brave qui sait réagir avec sagesse lors de situations extrêmes. Il est prudent quand il doit l'être et courageux quand il le faut. Le chevalier qui tient la bannière sur la carte est un homme important. Il lui revient le privilège de porter les couleurs de sa troupe. Cette image rappelle les sceaux des seigneurs qui mettaient souvent en scène un chevalier portant les armes ou la croix. Il s'agit ici d'une concentration de caractéristiques qui permet de reconnaître facilement la carte et ce qu'elle sous-entend. Le soleil et l'homme à cheval symbolisent la toute-puissance de Dieu et la vertu du preux chevalier. Une carte relativement positive, une carte de victoire, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation de cet oracle. En espérant que ce type de vidéo vous convienne par rapport à d'habitude, parce que je n'ai plus de pile pour mon appareil, pour ma caméra, et que j'estime qu'il n'est pas du tout primordial pour moi de sortir acheter des piles. Et donc le système D, c'est le téléphone portable. Hop. Donc je fais avec les moyens du bord. J'espère que ça vous convient. Sinon, malheureusement, il va falloir prendre sur vous. Mais bon, j'essaie de filmer comme il faut, de rester relativement stable. Et de façon à pouvoir vous diffuser des vidéos à peu près propres. Voilà. Donc voici donc pour la présentation du tarot noir. J'espère que cela te convient. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour si jamais tu as aimé cette vidéo, et n'hésite pas à mettre donc un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne si mon contenu te convient et si tu en ressens le besoin.
Voilà, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. See you soon.